ça va être un petit peu le cœur du sujet d'aujourd'hui, finalement, pour être un peu plus précis. Parce que, alors toi, tu as beaucoup de choses à dire, je pense, déjà de base sur l'Indonésie et son réseau de volcans. Et après, ce qui va être intéressant au-delà de l'éruption en tant que telle et des coulées de lave qui sont directement destructrices, ça va être ce qu'on va appeler plutôt la toxicité chronique Ouais. induite par la présence, on va dire, d'eau contaminée. Et ça, c'est beaucoup moins connu du grand public, c'est Oui. beaucoup moins médiatisé, parce que aussi c'est beaucoup moins étudié, je pense. Et Alors, donc, on beaucoup moins va étudié. Bah, je sais pas si on l'impact peut beaucoup moins sur étudier, mais l'environnement disons que c'est direct. beaucoup moins connu du grand public. Ouais, peut-être pas aussi peu étudié que ce que je pense, mais en tout cas, ouais, parce que peut-être moins surveillé, parce que c'est une menace aussi qu'on n'avait pas forcément anticipé. Quand on pense aux menaces des volcans, on pense évidemment en premier lieu à ce dont on a parlé depuis maintenant, c'est-à-dire les coulées de lave, les Ouais, les gaz pluies qui plastiques, la retombée emplissent de cendres. l'atmosphère, etc., la pollution, comme tu dis. Mais beaucoup moins à une forme de pollution beaucoup plus insidieuse qui se passe sur du très long terme et qui Oui, existe en fait depuis longtemps et qui peut être la source de gros problèmes de santé publique. Et c'est effectivement. ce qui va nous amener à parler de ça justement dans le cas de l'Indonésie et d'un système de, euh, de cratères particuliers, quoi. Parce que en fait, vas-y, est-ce que tu veux parler de l'Indonésie en général, et puis après on fera peut-être Ouais, le cas on peut particulier. brièvement parler de l'Indonésie en général, ça fera une bonne Ouais. introduction. Vous avez... Ah non, je l'ai perdu. Dans mes liens, d'habitude, j'ai toujours qui est planqué là-haut. Il est là. Le site indonésien, alors c'est indonésien, vous me direz, mais on peut tout mettre en français de nos jours avec les traducteurs automatiques. Magma Indonésie, et sur leur site officiel, donc là aussi les glissements de terrain, tsunami, etc. Mais vous avez le bilan des volcans. Donc l'Indonésie, c'est plus d'une centaine de volcans qui ont chacun eu au moins une éruption au cours des 12 000 dernières années. Oui, plus de 100 volcans, c'est énorme. Ils en ont 43 qui sont mis en niveau 1 d'alerte, c'est-à-dire que c'est des volcans, on va en parler d'un en particulier en plus, là-dedans, qui montrent des signes d'activité. Souvent, c'est du dégazage, donc les gaz qui sortent du volcan, mais il n'y a pas de magma qui arrive en surface, il n'y a pas d'éruption, il n'y a pas de lave en surface. Mais ça présente quand même des dangers. On verra pour un volcan en particulier. Et dès que vous êtes en niveau 2 d'alerte, le volcan est en éruption pour l'Indonésie. Et vous voyez, vous avez 20 volcans en éruption au niveau 2 d'alerte, 4 en niveau 3 d'alerte et 1 en niveau 1 d'alerte, qui est le niveau maximum. Et c'est le volcan Ibu. Oui, Ibu, c'est dire maman, mère, c'est pour ça qu'il me traduit par mère ici, qui est plus là-bas. Et pour ceux qui ont l'habitude de mes lives les mercredis, on en parle régulièrement, notamment. Donc l'Indonésie, c'est vraiment un pays incroyable dans le sens, en termes plus géologiques. C'est fou parce que Et c'est comme même le Japon. géographique, hein, à la base, avec ce réseau d'îles connectées les unes avec les autres. Parce que oui, l'Indonésie est répartie sur plusieurs îles, hein, Oui, si je c'est ne me immense, trompe hein. pas. Juste Ouais. Java, la partie qui est là, l'île de Java, c'est déjà 1000 km de long. Donc vous voyez, c'est la taille de la France nord-sud. Et c'est juste Hmm. Java. Et c'est pas la plus grande. Vous avez Sumatra qui est immense. Vous avez euh, la partie ici qui est aussi l'île de... C'est Bornéo, Brunei, Brunei qui est immense aussi. Vous avez tout un tas, vous avez énormément d'archipels. Je ne sais plus combien d'archipels, d'îles dans le pays, mais c'est une quantité astronomique parce que tout ça, c'est aussi l'Indonésie. La partie là, c'est encore l'Indonésie. Oui, c'est c'est immense. Ouais, c'est fou, hein. Et la plus connue, enfin une des plus connues du coup, c'est Java parce que c'est là où il y a Jakarta qui est en fait, qui est la capitale, bientôt ancienne capitale, puisque je crois que bon, effectivement, comme le soulignait Igara Girl dans le chat, ils sont en train de construire une nouvelle capitale. Je sais pas si tu savais, mais Oui, je crois que c'est sur une par autre là. île. Je sais plus comment elle va C'est s'appeler. quelque part là-dedans, de mémoire, mais je sais pas où. Je ne pourrais pas dire laquelle. Mais finalement, c'est sur cette partie-là. Ok. Il y a mon chat qui m'a pété dessus là. C'est horrible là. Sans derrière, hein. Sans le putois là. Ça y est. Elle t'aime, c'est pour ça. Ouais, on va dire que c'est ça, hein. Euh,
Donc ouais, il y en a qui peuvent nous donner le nom de la future capitale, juste comme ça pour culture G, parce qu'on adore la culture ici. La mienne vient de l'imiter, j'ai fui perso. Bah moi, elle dort sur moi, donc en fait, bon, je peux pas vraiment la Et dégager. donc, vous avez donc énormément de volcans, d'activités, et ça, c'est toujours dû au contexte tectonique, hein. Donc ici, vous avez la plaque australienne qui plonge sous la plaque de Sunda Arc, qui est ici, en fait. Et donc, ça plonge dessous, et en plongeant, c'est ce qui va permettre la création de magma. Je ne vais pas rentrer en détail maintenant dessus, mais ici, c'est la plaque. J'ai un doute. Ah, je peux pas t'aider, hein. C'est toi le spécialiste là. Indienne, c'est marqué Inde. J'ai que c'est la plaque, on va dire la plaque indienne, j'ai plus son nom, qui plonge sous la partie qui est ici, qui est aussi encore l'arc de la plaque de Sunda Arc qui est ici. Et voilà, donc vous savez, puis ici c'est un bordel monstre. Techniquement, c'est voilà, des subductions qui traînent dans tous les sens. C'est très très compliqué. On a déjà parlé pour les éruptions qui ont lieu dans le coin, parce qu'en 2024, Wong a fait une énorme éruption. On a parlé au bilan des éruptions de 2024 là, que j'ai fait en début d'année. L'île a été évacuée entièrement, l'île a été dévastée. Et voilà, c'est contexte de subduction aussi. Donc c'est toujours lié au contexte tectonique, forcément. Et donc le volcan dont nous, on va vous parler pour justement ces risques et ces dangers que souvent, et moi j'ai étudié le volcan pendant 4 ans quand je faisais mon doctorat, c'était une partie de mon doctorat, j'ai eu la chance, vraiment la chance incroyable de pouvoir y aller 4 allé fois, là-bas. 4 fois, entre 2 et 3 semaines à chaque fois, c'était au mois de juillet ou au mois d'août, ça dépendait de chaque année. Maintenant ça remonte, hein, c'était avant 2010. Les choses ont beaucoup changé quand je regarde les vidéos, etc. Quand je discute avec des gens, parce que ça m'arrive d'en discuter avec des gens où je travaille, etc. Ou même des gens. C'était en quelle année tu es allé en fait exactement? Moi, c'est 2006, 2007, 2008, 2009. Ouais, ça donc date depuis, maintenant. l'environnement a changé, tu dis? Depuis, il y a des choses qui ont changé dans le sens sécurité. Donc, ce qu'on vous parlait, c'est du volcan Kawagen, qui est ici, qui est très connu pour ses flammes bleues. Vous verrez, c'est pas magique. Hein, bah tiens, tu peux montrer la vidéo. Je pense qu'on peut commencer par la vidéo parce qu'elle est assez visuelle et elle permet de se projeter un petit peu dans l'environnement et de voir un peu à quoi ça ressemble l'ambiance, quoi, pour les gens qui sont jamais allés en Indonésie. Bon, je fais partie d'ailleurs. mais ouais, on va faire comme tu disais, on va faire le focus sur ce cas particulier d'environnement. Qui a un système lui-même un peu complexe, mais on va prendre le temps de décortiquer ça et de vous expliquer en quoi justement pourquoi cet environnement est aussi étudié par rapport à des problèmes de santé que la population peut subir malheureusement. Donc là, j'ai pris la vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Wonder World, hein, si jamais. Alors la vidéo par drone est juste une tuerie. C'est fou. Il y en a plein des vidéos parce que c'est pour ceux qui savent pas trop, l'Indonésie ça fait partie des destinations très touristiques pour les Occidentaux et donc il y a plein de gens qui lors de leur road trip en Asie passent par l'Indonésie et je pense que ce site-là ne fait pas exception dans les voyages à faire, enfin dans les lieux à visiter quand tu fais l'Indonésie en général, parce que c'est un lieu unique en son genre, comme vous le voyez. Bon, alors il y a aussi une exploitation malheureusement, des ouvriers en dépit du risque et de la toxicité de l'endroit, on en reviendra. Mais oui, c'est incroyable ce lac de couleur cyan. Faut bien se dire on va revenir dessus, hein, d'ailleurs. Toutes les couleurs, comme ça. Quand vous avez des magnifiques couleurs, cyan, lagune, toutes des couleurs chatoyantes, etc., c'est toujours toxique, d'accord? Parce que la couleur de l'eau est due aux éléments chimiques de l'eau. Ce que vous avez qui brûle, c'est pas de la lave, c'est pas de la lave, c'est du soufre. Le soufre brûle au-dessus des 300 degrés environ, je crois que c'est 350 degrés environ. Nous, quand on y était, les températures que nous, on a mesurées, que l'équipe avec laquelle j'étais, montaient à plus de 600 degrés, certaines. Donc, imaginez, vous avez des gaz à plusieurs centaines de degrés qui sortent du sol, très riches en gaz et aussi en SO2 principalement. Et c'est ça qui, en fait, est collecté par les mineurs en condensant ces gaz dans des tuyaux en céramique. Et ces gaz se condensent, ils se liquéfient, ça crée des petites coulées de soufre
qui est après récolté. On voit le monsieur derrière qui est en train de Ouais. récolter, le mineur. Et moi, à l'époque, les mineurs, ils n'avaient pas de masque à gaz. Là, sur la Ah vidéo ouais, ou sur une autre ça vidéo, on les voit avec des masques à gaz. Mais ça, c'est un peu nouveau. Mais c'était bon, pas même avant. avec des masques, faudrait voir la C'était pas qualité avant. des Moi, à masques, l'époque, est-ce en qu'ils changent les 2006, filtres? Ouais. en 2006-2009, ils avaient des chiffons. Imaginez-vous, des Ouais, chiffons dans la bouche. Et ces chiffons, déjà, imbibés de salive, imbibés de gaz soufré, donc au mélange, au contact de la salive, ça devient de l'acide sulfurique, entre autres. Donc vous imaginez bien que l'impact sur les dents, l'impact sur le corps, plus les gaz qui respiraient. Je fume pas, j'ai jamais fumé. Alors, j'ai essayé comme tout le monde quand j'étais au collège, au lycée, mais j'ai jamais aimé. J'ai jamais donné de cigarette à quiconque, sauf aux mineurs. Parce qu'ils nous avaient expliqué que le goût de la cigarette leur faisait passer le goût de l'acide dans la gorge. Oh là là, c'est horrible. Donc, à eux, c'est bon, tiens, c'est tout ce que je peux faire pour toi, malheureusement. Mais en une semaine de travail, ils font plus d'argent qu'un fermier en un mois. Donc, souvent, c'est des personnes qui vont sacrifier leur vie, faut dire ce qui est, parce que l'espérance de vie est d'environ une trentaine d'années après qu'ils ont commencé leur activité, à travailler dans le volcan. Peut-être que maintenant ça s'améliore un peu avec les masses à gaz, mais j'ai quand même des doutes. Tout l'argent qu'ils récoltent, qu'ils gagnent, ils les mettent de côté pour pouvoir acheter un terrain et pour permettre de donner ce terrain à leur épouse, à leurs enfants quand eux ils seront plus là. Ou permettre à leurs enfants d'aller faire des études ou de partir à la ville pour travailler. Donc c'est vraiment un sacrifice qu'ils font parce qu'ils sont bien conscients qu'ils détruisent leur santé. Quand ils entendent tousser, ça brise le cœur, faut dire ce qui est. Et avant, dans la vidéo, ici, ils montraient, juste là, où ils sont en train de récolter justement ce souffle qui condense dans les tuyaux. Et là, ils montrent des touristes qui descendent. Et honnêtement, ne descendez pas. Ah oui, putain. Ne descendez pas. Ne faites pas ça. Et je sais qu'il y a... Moi, j'ai même vu des écoliers descendre indonésiens. Ça m'a brisé le cœur. J'aurais dit de ne pas le faire. J'ai dit à leur enseignant de ne pas le faire. Il n'en avait rien à foutre, de manière. Donc voilà, mais le chemin, il est mauvais. C'est pas un chemin touristique. C'est pas un chemin... c'est des rochers. Faut faire doucement. On voit le monsieur ici. Si vous regardez, c'est bref, mais il est obligé de se tenir sur les roches au sol. Je vais remettre en arrière. Pour pouvoir descendre, ils descendent de nuit, et là, ils ont de la chance, les gaz sont pas là. Et les gaz, ils changent en fonction du vent, et typiquement, les vents soufflent vers, je mets le nord au nord, c'est mieux, ils soufflent vers l'est et sud-est. Donc, ça sort ici, là où j'ai ma souris, là, la zone qui est là, ça sort là, et les vents vont pousser ça sur la paroi est et sud. Et donc forcément, le chemin qui descend, il est dans la partie est. Et donc souvent, le chemin, il est dans les gaz. Et si vous vous retrouvez pris dans les gaz, et être dans les gaz d'un volcan, les gaz toxiques comme ça, c'est comme être dans les gaz d'une maison en feu. Est-ce que vous iriez dans une maison en feu faire des photos? Disant, oh, cool, la maison en feu, je vais faire des photos. Non, c'est totalement aberrant. Par contre, les gens seront prêts à aller se mettre en danger pour faire des photos, déjà de personnes qui sont en train de se tuer à la tâche, littéralement, ce qui est moralement pas terrible, je pense, mais parce qu'ils n'ont pas confiance pour eux, pour beaucoup de gens. Moi, je vois, quand j'y étais, c'est hallucinant, et quand j'ai encore discuté l'année dernière avec d'autres personnes qui me disaient, ou même je suis allé voir les informations, les commentaires, allez voir sur le guide du routard, les commentaires sur Kawaii Gen, et vous verrez le nombre de commentaires où ils disent les gens, ah mais on n'était pas au courant que c'est dangereux. Et c'est ça qui est aberrant, c'est super dangereux. N'importe qui, naturellement, n'irait pas dans une maison en feu. Mais par contre, aller dans des gaz toxiques où on voit rien, parce que quand vous êtes vraiment dans les gaz, vous voyez pas votre main, elle peut être à 5 cm de visage, vous verrez rien. Et si vous marchez et vous glissez, c'est à la fin, vous tombez, vous tapez le crâne sur un rocher, vous fracturez un bras, un poignet, que sais-je. Et donc c'est extrêmement dangereux, et il faut surtout pas descendre, même si vous êtes avec un guide francophone, anglophone, indonésien, n'importe, quelle que soit la nature du guide, ne faites jamais aveuglément confiance à un guide. Parce que c'est comme ça qu'on a eu la catastrophe en Nouvelle-Zélande avec Wakari White Islands, où en décembre 2019, les guides, sachant très bien le danger, ont amené des touristes dans le cratère du volcan. Dans la vidéo qui ont été récupérées par les autorités après, il y a indiqué qu'ils disent oui,
elle a un risque d'éruption à tout moment. Et 1 minute ou quelques minutes après, l'explosion survient, il a eu des morts, il a eu des dizaines de blessés graves, et le procès a eu lieu, ils ont été condamnés, etc. etc. Mais je veux dire, c'est aberrant de se dire que les personnes, même en sachant qu'il y a un danger, elles vont quand même amener des gens juste pour une question d'argent. Et c'est pour ça que quand vous êtes en vacances, je comprends. J'ai vu en discutant avec des touristes sur place, quand tous les soirs je faisais la tournée à l'hôtel des tables, je leur demandais, je disais, bon, on est des volcanologues, on travaille sur le volcan, est-ce que vous seriez intéressé d'avoir des informations supplémentaires sur le volcan? Est-ce que vous avez des questions? Souvent, on me disait, on voudrait avoir des infos, on a des questions. De temps en temps, ils me disaient, non, ça ne vous intéresse pas, voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais quand je discutais avec eux la veille, je pouvais leur faire prendre conscience des dangers qu'ils allaient prendre et de ce qu'il ne faudrait pas faire. Par contre, quand je rencontrais les gens au sommet du volcan, c'était trop tard. Et je comprends, parce que moi, c'est pareil. Si pendant des mois, je m'étais dit, oh, je vais aller voir le Kawagen, oh, je vais aller voir les flammes bleues, oh, je vais aller voir le lac, que tu t'es tapé tout le vol, tous les trajets, toute la montée du volcan, qui n'est pas très dur, mais bon, ça prend à peu près 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, dépendant de la condition physique. Et tu arrives en haut et qu'on dit, oh ben non, en fait, faut pas descendre. Je peux comprendre que les gens n'écoutent pas. Ouais. En fait, il y a quelque chose de très instinctif, je pense, et de très animal derrière, au sens de, il y a un peu le goût du risque. Il y a le fait de se dire, comme tu Aussi, dis, ouais. putain, j'ai fait le voyage depuis l'Europe pour venir en Indonésie. Maintenant que je suis là, le truc, il est à 1 kilomètre, c'est bon, je peux le faire, quoi. Et il y a aussi le goût du risque d'une part, et le fait de se dire, mais c'est qui est assez égoïste, mais enfin, je veux dire, qui est assez égoïste. Oui, si, c'est Le fait oui, de en soi. vouloir vivre une expérience, vivre une expérience unique qu'on est les seuls à avoir fait en disant ah, regarde, pour la photo Instagram, je vais me mettre devant le lac, etc. Et puis je pense qu'aussi visuellement, c'est tellement beau derrière esthétiquement que la beauté cache le danger. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je C'est-à-dire comprends, que mais je les comprends tout gens à fait. sont en fait, les gens savent que un feu, enfin, les gens ont peur des incendies, mais quand ils sont dans les maisons, c'est-à-dire quand tu as un gaz vraiment sombre, noir, qui est issu de la combustion de matière organique, tu vois. Alors que là, en fait, comme les couleurs sont différentes, comme des fois en plus il y a les fumerolles, enfin le gaz que tu dis qui est blanc là, on Oui, le voit pas tout le temps à tous les endroits. Des fois les gens se disent bon bah s'il y a pas de gaz blanc alors c'est safe. Alors qu'en fait non, l'atmosphère elle est globalement toxique en fait. Même si vous oui, n'êtes pas dans la tête dans la fumerole, en fait tout est toxique. C'est juste que le gaz il est il est dilué, en fait. incolore quoi. Et il est dilué et puis il est incolore de base. C'est ça. Enfin, en fait, je me demande si le panache blanc, c'est pas C'est la vapeur d'eau, de la vapeur essentiellement. d'eau. C'est C'est la essentiellement de la vapeur vapeur d'eau d'eau. qui, ouais, voilà, c'est la vapeur d'eau qui se condense spontanément parce que c'est chargé en eau Oui, et après je quand suis ça d'accord rentre en avec toi. contact avec l'air Ouais. plus frais, ça fait du nuage. Donc en fait, les gens pensent que c'est le gaz blanc qui est problématique alors que non, c'est tout. En fait, c'est tout l'environnement qui est chargé en dioxyde de soufre, donc en SO2 et je pense en SH2 aussi en hydrure de soufre, là, en sulfure d'hydrogène, voilà, je vais y arriver. Oui. Qui sont deux gaz toxiques et qui sont là en permanence, quoi. Et donc là, pour revenir un peu sur ce qu'on voit à l'écran, enfin, tu avais dit, voilà, le soufre, en fait, élémentaire, c'est ce qui est le jaune Oui, dans la vidéo. Et c'est c'est ce qui est ça. récupéré, alors avec toi tu disais des canaux, une canalisation de condensation. Ouais. Mais c'est aussi récupéré à même le sol parce qu'il se condense lui-même tout seul au Et niveau des ils ont fumerolles. des pipes, des tubes en Ouais, céramique et des bidons pour en pouvoir. acier qui découpent. Et donc, en fait, le gaz va se décompresser et il va pouvoir refroidir un petit peu aussi en même temps. Et il s'équifie. Puis on voit, hein, quand il est Hmm, rouge comme ça, orange, rouge, c'est qu'il se cristallise. Il est encore de mémoire, c'est plus de 200 degrés. ouais. Quand il est bien jaune, c'est qu'il est déjà plus froid quand il cristallise. D'accord. Ça, c'est une Et en photo que tout j'ai cas, fait en. c'est du soufre élémentaire, ce jaune, c'est très caractéristique. C'est vraiment des bouts de soufre pur, quoi, que du S, quoi, du Donc là, S il en sort forme là, mais il chimique. sort aussi dans le lac. Et là, j'ai mis une photo du bord du lac. Et donc, au fond du lac, regarde, je peux vous montrer ça, c'est peut-être plus simple. Euh, Et au fond du lac, donc, les gaz remontent.
Et oui, donc les gaz remontent, et ça me permet de répondre à la question H2SO4, donc c'est Vinvin qui met ça. H2SO4, c'est la formule chimique de l'acide sulfurique. Et en fait, effectivement, un gaz comme le SO2, le dioxyde de soufre, ou même le SH2, je pense que c'est plutôt le dioxyde de soufre, quand il est émis et qu'il se dissout en fait dans le lac, parce qu'en fait, vous n'avez pas que des sources. Les sources de gaz, elles ne sont pas que au-dessus du lac, elles sont au niveau de la surface, et il y en a aussi sous le lac, comme tu dis. Ouais. Et en fait, comme il y en a sous le lac, bah, ces gaz qui sortent, ils vont venir se mélanger à l'eau du lac. En fait. De l'eau. Exactement, ça va se mélanger à l'eau, et ce dioxyde de soufre va se dissoudre. En fait, c'est un gaz à la base, mais quand vous faites buller un gaz dans de l'eau, ce gaz peut, selon la nature du gaz, se dissoudre plus ou moins de manière importante. Bon, bref, il s'avère que le SO2 se dissout et forme de l'acide sulfurique. Et c'est cet acide sulfurique qui va donner l'acidité, donc le pH très très bas, qui est observé dans cette eau-là. Mais après, il n'y a pas que le soufre, là aussi du chlore, beaucoup de chlore, etc. Donc là aussi de l'acide chlorhydrique qui est présent dans le lac, là, plein de choses. Ouais. Là, c'est une étude dans laquelle moi j'ai participé. On a combiné deux études pour faire un papier dans un grand journal. Et on a, juste pour vous montrer, on a le lac ici, du Digen, qui en fait, à l'extérieur du cratère, sur le flanc ouest, on a des sources. Donc, vous imaginez que l'eau du lac, donc on a le lac, et l'eau du lac va s'infiltrer dans la roche et ressortir sous forme de source d'eau pour donner naissance à une rivière, dont on va parler après. Là aussi, les eaux directement qui remontent, ces eaux hydrothermales chargées en éléments chimiques qui remontent du volcan et qui ne vont pas tout aller dans le lac, qui vont aussi aller sortir comme des sources d'eau, mais plus froide, directement dans la vallée, pour alimenter aussi cette rivière en eau. Donc on a des sources hyper acides, très toxiques en éléments chimiques, on verra après, qui se déversent et qui viennent se traverser toute la région et qui partent vers le nord jusqu'à la mer. Donc j'aime bien que toutes les populations qui sont le long, toutes les plantations, tous les animaux qui sont le long de ces rivières toxiques, et ces eaux vont s'infiltrer dans les sols, s'infiltrer dans les récoltes, dans le riz, etc., crée énormément de pollution, et ça crée énormément de problèmes de santé pour les populations, notamment le fluor, parce qu'il y a beaucoup de fluor dans ces eaux. Le fluor, on le connaît tous pour nos dentifrices, parce que c'est bon pour les dents, mais à des quantités extrêmement, mais vraiment extrêmement faibles. Dès que c'est en trop forte quantité, le fluor détruit les dents, et ça détruit les os. Tout simplement. Et donc, ça crée énormément de problèmes. On en parlera après, dans tous les cas. Oui, c'est vrai. Et donc, on a, pour montrer à quoi ça ressemble sous le lac, ça, c'est une échographie du lac faite par les co-auteurs du papier. C'était pas ma partie à moi, par Caudron et Al. Et donc, ils ont fait... eux, ils sont carrément allés en bateau sur le lac. Alors, je sais plus si c'était une barque ou un... Bref, mais ils ont pris des risques insensés, mais c'était pour l'étude et voilà, c'est leur boulot. À ne pas refaire pour le plaisir, c'est extrêmement dangereux. Parce que pareil, on verra, le pH de l'eau est à 0. Techniquement, il est en dessous de 0, mais on dira 0 pour le pH de l'eau. Donc si vous mettez votre main, elle ne va pas disparaître, parce qu'il y a tellement d'éléments chimiques dedans que l'acide met du temps à agir. Par contre, vous allez avoir des taches rouges qui vont apparaître sur la main, dû au fait que l'acidité va attaquer la peau. Pareil, si vous avez des éléments chimiques de l'eau, comme l'arsenic, parce que y a des arsenic dans l'eau, là, du fluor, du chlore, du fer, de l'aluminium en extrêmement grande quantité, du chlore, du soufre, bref, énormément de choses toxiques en très grande quantité. Et tous ces éléments, potentiellement, ils peuvent rentrer à travers votre peau, si votre peau est abîmée, plus facilement. Donc c'est extrêmement toxique, il ne faut pas aller se baigner dedans. Même si la peau n'est pas abîmée d'ailleurs, parce que l'acidité va détruire la barrière cutanée. Et en fait, cette barrière, une fois qu'elle est sautée, il y a tout qui s'infiltre à l'intérieur du corps, quoi. Donc c'est vraiment le pire endroit pour taper son meilleur plongeon, quoi. C'est ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui se nagent. On en a vu, on leur a dit, après coup, on leur fait, mais vous êtes conscient que la connerie que vous venez de faire? Et souvent la réponse c'est oui, mais on a entendu que c'était bon pour la peau. Ça dépend ce que tu définis bon pour la peau, quoi. Mais c'est parti de ces croyances où les gens se disent... Moi, j'ai même un ancien collègue, c'est un ancien étudiant de là où j'ai travaillé dans l'académique. Il est mort depuis, non, c'est ça? Qui me disait, ouais, mais c'est naturel, donc c'est bon.
Non, Oh là non, non, là, non. il a continué en sciences, lui, ou il fait Non, il quoi est parti sur maintenant dans autre la vie? chose. Je sais plus ce Il qu'il fait fait de la maintenant, mais naturopathie, non? déjà, La naturothérapie, pardon. faut pas croire que tout ce qui est naturel est bon. La plein de baies dans la nature qui sont toxiques pour l'homme, mais bonnes pour des oiseaux, mais toxiques pour Oui, l'homme, oui. par exemple. Et les eaux, c'est pareil. Il y a des eaux qui sont naturellement extrêmement toxiques et il faut surtout pas s'y baigner. Et dès que les eaux sont chatoyantes, dès que les eaux sont d'un bleu lagune, bleu cyan, etc., blanchâtres, vraiment laiteux, faut pas se baigner dedans parce qu'elles sont extrêmement riches en éléments chimiques. Et même si des gens vous disent oui, mais c'est bon pour la peau, non, 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 c'est pas bon pour la peau. Les seuls endroits où regarde ce serait bon pour la peau, c'est par exemple le Blue Lagoon en Islande, parce que la chimie de l'eau est contrôlée pour s'assurer que ce soit pas dangereux pour la santé. Et voilà, mais faut faire extrêmement attention. Et donc ce qu'on voit sur l'image, c'est les bulles de gaz qui remontent. Donc, vous avez des points de sortie de ces gaz au fond du lac. Et le lac du Kawajan, c'est l'un des plus grands lacs acides, hyper acides au monde. Le cratère fait 1 kilomètre de long sur plusieurs centaines de mètres de large. Et il fait jusqu'à 100, voilà, marqué 165 mètres de profondeur. Donc c'est un énorme volume d'eau hyper acide. Et donc ces gaz qui remontent, ils vont en partie se diluer dans le lac, mais aussi, dû à la pression de cette colonne d'eau qui est très importante, eh ben, une partie de ces gaz va se liquéfier sous la pression en refroidissant et vont venir créer une couche de soufre liquide au fond du lac. Et ce qui est assez incroyable, c'est cette couche de soufre liquide au fond du lac, on la voit en surface. On la voit parce que quand les gaz très chauds remontent, ils sont à 300, 500, 600, 700 degrés, quand ils remontent à travers cette couche de soufre liquide sous le lac d'eau, eh ben, on a une pellicule de soufre liquide qui va s'englober autour de la bulle de gaz. Et quand cette bulle de gaz arrive dans l'eau, bah, ce soufre qui recouvre cette bulle de gaz va se solidifier quasiment instantanément. Et ça crée des petites bulles de soufre cristallisées qui vont flotter à la surface de l'eau et qui vont venir se déposer à la surface, je vous ai mis quelques-unes, à la surface de l'eau et venir se déposer sur les berges. Et ça fait des monticules comme ça de soufre. J'en ai dans une petite boîte ici, j'évite de l'ouvrir parce qu'après, il faut que je me relave les mains, etc. etc. C'est du soufre, hein, c'est dangereux. Pareil, n'achetez pas les objets de soufre, hein, les petits cœurs en soufre ou les petites tortues en soufre. Ne les achetez pas. Oui, c'est joli, mais c'est du soufre. Donc déjà, pour manipuler, c'est toxique. Et puis si vous le posez chez vous, vous avez un peu d'humidité, avec le temps, ça va quand même créer de l'acide sulfurique qui va bouffer votre meuble, etc. Ouais, vous allez voir des changements de couleur un peu étranges dans votre N'achetez pas mobilier. les objets en soufre. Même si c'est mignon, c'est Tout ce qui est métallique, ça va finir par tourner, rouiller en fait. Alors, je crois qu'en 2016, parce qu'après, moi je suis en Indonésie pour le travail, mais sur une autre zone, sur Java, en 2015, 2016, 2017, où là je pouvais passer aussi plusieurs semaines à chaque fois. À l'aéroport, moi j'avais une autorisation, c'était une collaboration Suisse-Indonésie, j'avais des documents qui m'autorisant à exporter des roches, des eaux indonésiennes, de les exporter en dehors du pays pour l'étude. Et les gardes frontières à l'aéroport m'avaient demandé s'il y avait du soufre qui provenait du Kawajan, par exemple, parce qu'il n'était pas très loin le volcan. Donc j'aurais dit non, et puis j'aurais montré le papier, et puis c'était bon. Mais je pense que c'est plus autorisé à être exporté. Parce que oui, c'est dangereux, quoi. Donc ouais, c'est aussi beau que dangereux, quoi. Oui. Mais c'est pour ça que les gens se rendent pas forcément compte. Encore une fois, l'aspect esthétique peut cacher en fait le vrai danger. C'est un cas d'école là pour le coup. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, le problème de l'acidité, il est double quelque part. Alors, parce que d'une part, donc il y a les fameuses fumerolles là, chargées en soufre, en gaz soufré qui augmentent l'acidité avec l'acide sulfurique. Mais une fois qu'en fait, t'as ton eau, ton lac qui à la base est neutre en termes de pH devient acide, bah en fait cette acidité elle va commencer à attaquer les roches locales. C'est-à-dire qu'en fait
une partie des éléments toxiques, donc tu as parlé de l'arsenic tout à l'heure, qui font partie, ou du plomb, ça fait partie des métaux lourds. Les métaux lourds qui sont des métaux aussi qu'on appelle les métaux traces métalliques, mais c'est des métaux qu'on va rechercher parce que donc, on connaît la toxicité assez élevée pour les organismes vivants. Et ben en fait, ces métaux, ils vont être extraits des roches qui sont localement présentes à cause du lac lui-même. C'est comme si le lac attaquait lui-même ses berges, on va dire. C'est ça. Non, mais c'est le cas. Attaquer lui-même les roches parce que comme le lac il est acide, ben, l'acidité va participer à la dissolution des roches. Et c'est pour ça qu'on est les sources qui sont ici en fait. Ouais. Parce qu'on est juste de l'autre côté. On est en fait en altitude, on est dans le lac en altitude et tout ce qui protège c'est la paroi de roche et le petit barrage qui a été construit là, très longtemps. Et d'ailleurs le ciment a été construit avec mélangé avec du soufre notamment. Pour augmenter sa durée de vie. Mais le problème, c'est si un jour il y a une explosion, parce que de temps en temps, le lac explose aussi, hein, des éruptions phréatiques dans le lac, dû à la surpression des gaz, ça peut arriver à Agen. C'est pas très courant, mais ça peut arriver. Et s'il y en a une suffisamment violente qui détruit le barrage qui est là, et que cet immense lac, qui est vraiment immense, hein, on a dit c'est au moins 800 mètres par plusieurs centaines de mètres de large, 165 mètres de profondeur au plus, en forme de cône, si vous voulez. Ça se passe déverser violemment, c'est juste l'inondation elle-même est catastrophique, plus tous les dépôts chimiques toxiques qui vont se déposer sur les sols, etc., ça va être catastrophique. Mais là, c'est déjà voilà, c'est un scénario catastrophe, mais même sans parler de ce scénario-là, il y a déjà des problèmes par rapport à cette eau qui est, comme tu le disais, redistribuée après à travers un réseau de cours d'eau qui part un peu dans tous les sens et qui rejoignent justement la côte, là où il y a plein de champs et de populations. On va y revenir dans quelques instants. Mais voilà, du coup, cette eau qui est acide va extraire des métaux toxiques. Et en plus, dans l'eau, alors on a beaucoup parlé du soufre qui participe à l'acidité, mais comme tu l'as dit aussi, il y a du chlore, et donc il y a de l'acide quelque part chlorhydrique aussi. Donc en fait, l'acide chlorhydrique est aussi un acide fort. Et le fluor, je pense, participe à l'existence de l'acide fluorhydrique. Donc en fait, on a un mélange d'acides qui est particulièrement décapant, on va dire, dissolvant, on peut dire ça comme ça, puisqu'on aurait de l'acide fluorhydrique, chlorhydrique et sulfurique. Et en gros, avec ce type d'acide, non seulement tu peux attaquer la matière organique, donc éventuellement faut même pas imaginer qu'on puisse avoir des poissons, des trucs comme ça. Non, à la limite, pas de vie, il y a peut-être ni dans la rivière, ni dans le lac. Sous forme microbienne et encore, c'est genre des extrémophiles, même pas. Aucune forme microbienne n'était trouvée à ma connaissance dans le lac. Donc quand je vois les études sur l'hygiène. Ok, alors ce qui est d'autant plus critique, parce que dites-vous bien que dans les environnements hyperacides, des fois, on peut trouver des formes de vie de micro-organismes qu'on appelle des extrémophiles et qui peuvent justement, qui sont adaptés à des environnements hyperacides. Par exemple, il y a d'autres lieux sur Terre comme le lac, comme les zones d'Alol là, qui est en Éthiopie, dont on n'a pas trop parlé. Non, mais là, vous avez aussi des lacs hyperacides, mais pour le coup, il y a une sorte de faune microbienne qui existe et qui a été caractérisée. Alors que là, tu es en train de me dire que même les extrémophiles ne sont pas présents dans ce type de lac, ou a priori, on ne les a pas trouvés. Donc, on les a pas trouvés. Le côté extrême, s'ils sont là, ils sont bien cachés. Ce qui prouve le côté extrême de ce type d'environnement. Et donc, non seulement vous avez les acides nécessaires pour défoncer de la matière organique, donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand signe de vie dans le lac, mais même dans les alentours. Mais en plus de ça, l'acide fluorhydrique, donc à cause du fluor, l'acide fluorhydrique lui-même, c'est un acide suffisamment puissant, entre guillemets, pour attaquer la matière minérale. Et donc, c'est là où c'est encore plus dangereux, c'est-à-dire que la matière minérale va être grignotée par l'acide fluorhydrique et on va pouvoir extraire comme ça tout un tas d'éléments métaux lourds, éléments, on va dire, toxiques, en plus de l'acide, donc le plomb, l'arsenic, le cadmium, ce genre de choses. Et donc, ça va concentrer, cette dissolution va concentrer le lac en tout un tas d'éléments qui, après, vont être déversés dans le réseau d'irrigation qui est plus en aval, du coup. Parce qu'il faut se dire que le lac, il est en amont de tout un réseau de fleuves et de cours d'eau, quoi.
Je vous ai mis un petit tableau de la composition chimique du lac, hein. C'est pris par l'étude d'Elmel et Bernard, université belge, qui est vieux, hein, c'est 2000, mais c'est un papier de référence, un des premiers sur, oui, un des premiers sur le volcan Iden. Et juste pour voir, hein, les composés soufrés, hein, les sulfates, c'est 60 000 milligrammes par kilogramme. Mm. Vous avez le chlore, c'est 20 000 milligrammes par kilogramme. Alors comme ça, on peut dire oui, mais ça représente quoi réellement? Et ben, si on regarde en France la réglementation, si j'ai pas trop raté mon voilà, alors là je crois que c'est pour les bébés, mais bon, si c'est pas bon pour les nourrissons, c'est pas bon pour nous non plus, hein, faut dire ce qui est. Ils sont en microgrammes. Alors, vous voyez, il est au fluor. La limite, c'est 0,3 mg. 0,3 mg de fluor. Et le fluor, si on le retrouve dans le tableau, il doit être plan quelque part. Fluor, 1600 mg par kilogramme. Donc vous voyez, c'est des taux qui sont tellement énormes, qui sont... Ouais, c'est... Il n'y a plus de comparaison. Bon, là, 100 mg par litre, mais bon, les valeurs sont tellement hautes que même si on transférait en milligrammes par litre, ça ne changerait pas grand-chose. Pour le dire de manière cliché, c'est un peu comme si un chimiste s'était amusé dans une grande bassine à mélanger tout un tas de produits acides pour pouvoir faire... En fait, c'est tellement élevé que ça paraît artificiel. En fait, c'est ça que je veux vous dire. Parce que c'est dans l'environnement, on ne trouve pas ce genre de choses. Alors qu'en laboratoire en chimie, on peut faire des solutions extrêmement concentrées en acide et en éléments, tu vois. Donc c'est presque comme si c'était un lieu artificiel, à deux doigts d'inventer une théorie du complot des gouvernements qui ont créé un lac acide chimique, mais non. Et donc voilà, donc ça crée énormément d'éléments chimiques, une concentration d'éléments chimiques énorme. Une partie de ces éléments chimiques va se déverser dans la rivière, à travers les sources qui existent. Et forcément, ça crée plein de problèmes de santé pour les populations après, parce que il était là. J'ai pris une étude de Palmer, avec qui j'ai travaillé, Palmer, Vansenberg, Mackenzie. J'ai travaillé avec eux justement, c'est la période, ces années où on était sur IGN tous ensemble. Eux, ils sont à McGill, ils étaient à McGill à l'époque, où ils sont toujours d'ailleurs. Ils ont étudié tout le réseau d'eau, parce qu'il faut imaginer que vous avez le Cowagène qui est là, et du Cowagène, on a une source qui part. Donc la rivière, je vous montrerai une photo après, qui est juste incroyable, passe comme ça. Après, vers le nord, elle va se mélanger avec d'autres sources qui, elles, sont pas forcément toxiques. Certaines sont très riches en fer ou plus neutres, on va dire des sources plus normales. Et tout ça se mélange. Sauf que, oui, ça se mélange, mais c'est pas pour ça que la toxicité disparaît. Ça va diluer les éléments toxiques, mais la concentration va toujours rester trop haute par rapport à ce qui serait acceptable d'un point de vue santé, environnement. En fait, même s'il y a une dilution, il parle même aussi de précipitation dans le papier en disant que ça peut aider à l'eau, les précipitations, donc c'est l'eau qui vient principalement de la mer, donc ça va aider à diluer un petit peu. Mais en fait, on va avoir des endroits où en fait, comme ça reste acide, ça va encore une fois emmener et grignoter tout ce que ça peut trouver sur le chemin, quoi. Donc il va y avoir une extraction des quantités, des métaux. Et le papier aussi soulignait, alors j'espère que j'ai bien compris, mais c'est qu'en fait, il pourrait y avoir un effet de remédiation, entre guillemets, un effet un peu de protection, parce qu'il y a certains éléments, comme le fer, qui peuvent se précipiter, on va dire. Et en gros, le fer qui est initialement dissous dans l'eau acide, quand le fer va rencontrer un environnement un peu moins acide, on va dire, ce fer peut précipiter, c'est-à-dire reformer des minéraux. Et en reformant des minéraux, donc des minéraux solides, en fait, il faut s'imaginer que c'est comme du calcaire. Ce serait comme la formation du calcaire qu'il y a dans votre bouilloire, par exemple. Ça, c'est une forme de précipitation. C'est le calcium
qui se recombine avec du carbonate, ça fait du carbonate de calcium, donc ça fait du calcaire. Ça, c'est une forme de précipitation qu'il y a, parce qu'à la base, votre eau, elle est limpide, mais après, quand vous la chauffez dans certaines conditions, etc., vous pouvez reformer du carbonate de calcium, du calcaire. Et ben là, on assiste un peu à la même chose, c'est-à-dire que sur le chemin, il y a certains éléments qui vont se condenser, se précipiter comme le fer, et en précipitant, on espère, entre guillemets, que ça piège des éléments, de sorte à purifier naturellement, entre guillemets, l'eau. Sauf qu'en fait, en pratique, ils ont fait des mesures, ça marche pas des masses. C'est-à-dire que toute la, grosso merdo, si tu prends juste en compte la dilution qu'il y a au fur et à mesure que l'eau est distribuée dans tous les réseaux et qu'elle rencontre d'autres fleuves et les confluences, machin, au fur et à mesure, si tu prends juste la dilution venant de ça, tu arrives à compter correctement le nombre d'éléments. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, t'as à la base, je vais refaire l'explication d'une autre manière, parce que je me rends compte que je suis peut-être pas très clair. À la base, tu as une eau très concentrée qui vient du cratère, du lac. Et en fait, cette eau, elle va rencontrer sur son chemin, en descendant, elle va rencontrer plein d'autres fleuves. Il va y avoir plein de confluences comme ça. Et à chacune des confluences, à chacune des intersections, il va y avoir une dilution parce qu'en fait, les eaux qui viennent des autres endroits, en général, elles sont moins acides. Donc ça va participer à diminuer, enfin à augmenter l'acidité, à diminuer l'acidité, à augmenter le pH, et aussi à finalement diluer les éléments toxiques. Puis une partie de ces éléments toxiques vont pouvoir se précipiter, mais pas tout et pas suffisamment en fait. Et en fait, comme ces éléments, ils ne précipitent pas suffisamment, en fait, l'effet finalement de protection qu'il pourrait y avoir est quand même assez négligeable globalement. Et qu'en fait, juste en prenant en compte les dilutions successives, ça suffit à suivre, à tracer correctement la concentration qu'il y a des éléments entre le début où ils sont très concentrés et on va dire l'aval, c'est-à-dire les zones où il y a les populations, où c'est plus dilué. Donc voilà, tout ce que le papier, de ce que j'ai compris du papier, c'est ça, c'est que même si on a des phénomènes physico-chimiques assez compliqués sur le chemin, avec des précipitations, avec éventuellement du piégeage de certains éléments, en fait, globalement parlant, la dilution est le seul facteur intéressant à prendre en compte pour expliquer pourquoi, à la fin, on se retrouve avec moins d'éléments qu'au début, quoi. Donc, alors là, on pourrait se dire, c'est cool, la dilution, elle fait son effet, donc on a des eaux qui arrivent au niveau des centres d'irrigation, des cultures qui sont plus au nord, du coup, je sais pas si tu veux montrer, c'est plutôt l'autre papier, du coup. Ouais, c'est celui-là, c'est l'autre papier celui-là a été publié en 2005, c'est des équipes hollandaises et indonésiennes, italiennes aussi d'ailleurs, oui, c'est au moins international, qui ont étudié justement l'impact sur les populations et sur les réseaux. Donc, vous imaginez que vous avez... Alors, je peux te remettre comme... si on suit le chemin... répondre à la question de Colibrigan. Ouais, on part du cratère. Ouais. On suit la rivière. La rivière se balade, elle suit son chemin, elle arrive vers le nord de la zone, qui est une caldeira. Ici, vous avez tous les mélanges des différentes sources, plus basiques, riches en fer, etc. Tout se mélange au niveau de la cascade. Et la cascade ressemble grosso modo à ça. Vous avez sur la droite. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Hop, là. Très joyeux, si jamais. Mais il n'y a pas de touristes, parce que les touristes ne sont jamais emmenés là-bas. Ils sont juste emmenés à Cambodgian. Je peux leur parler aussi plus tard, ça. Mais bref. Et vous avez de là les eaux qui continuent à partir vers le nord, qui traversent la caldeira, hop, qui vont, et qui après vont en direction de la mer. Sauf que sur les parties inférieures en direction de la côte, vous avez, c'est forcément densément peuplé, avec énormément de cultures, des rizières notamment, etc. Et c'est justement l'étude, en fait, c'est 3 papiers. Je t'ai donné le premier seulement, parce que il couvre vraiment un très grand aspect, mais en 3 papiers différents. Et donc ici, vous avez le réseau de la rivière, mais ici, vous avez les chenaux construits par l'homme pour irriguer les cultures. Donc le riz, les zones herbeuses pour les animaux, etc. etc. Donc vous voyez bien qu'en fait, la zone impactée par la toxicité des eaux, c'est pas seulement la rivière, mais c'est toute la région en aval.
au bord de la mer. Ouais. Et donc forcément, on a énormément de populations qui vivent sur la zone, qui utilisent soit directement, soit indirectement ces eaux. Ça peut être pour nettoyer les vêtements, ça peut être pour l'alimentation, pour le bétail. Si les animaux sont malades et qui sont contaminés, et qu'après vous mangez les animaux qui sont eux-mêmes contaminés, bah, vous ingurgitez aussi une partie de la contamination. Le riz, pareil, toutes les plantes vont aussi assimiler une partie de cette toxicité de leurs fibres. Et donc après, si vous mangez le riz toxique, bah, ou les plantes toxiques, d'une toxique, bah forcément, vous allez aussi vous intoxiquer avec. Donc tout ça, c'est un gros problème. Et dans le papier, ils nous parlent notamment, ils ont fait une étude sur les concentrations en fluor. Et en gros, dès que vous avez un cercle qui commence à être à un quart noir, c'est que la zone est toxique en termes de concentration de fluor. Et donc tout le long de la rivière, mais aussi toutes les zones alimentées par ces eaux pour l'irrigation sont aussi des sols qui sont devenus toxiques. Et par conséquent, ça crée des problèmes de santé pour les populations qui vivent de ça. Tu ne l'as pas spécifié, mais il y a aussi des puits à ces endroits-là, en fait. Oui, des oui, puits Ouais. dont les gens se servent allègrement. C'est un peu leur source d'eau locale. Et ça fait partie des éléments qui font que c'est difficile aussi de faire changer les comportements. C'est parce que quand tu es un habitant et que tu as ton propre puits local qui est en permanence, on va dire, rechargé en eau, bon, ça te fait aussi des économies. Tu n'as pas besoin d'aller acheter des bouteilles d'eau. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que tu es dans une situation où tu as un fonctionnement qui existe, un fonctionnement là du lifestyle des habitants qui existe peut-être depuis des décennies, voire des siècles d'agriculture, etc., qui sont faits d'une certaine manière. Et après, les gens, quand il s'agit de les sensibiliser justement à la toxicité du lieu et au fait que leur eau de pluie est contaminée et que même ça arrive jusqu'à leurs ingrédients, parce que leurs aliments, pardon, bah c'est difficile pour les gens de se dire ah putain, ça veut dire qu'il faut que je change tout mon mode de vie. Et quelles sont les solutions? Alors à ce moment-là, dans le papier justement que tu as partagé, il y avait plusieurs solutions possibles. Il y a en fait mais la plupart des solutions sont malheureusement coûteuses et dans une région du monde comme celle-ci où forcément les autorités publiques n'ont pas les moyens pour mettre en place des le systèmes pays est de quand même un pays riche, purification. mais disons, au vu, il faut bien dire que les populations qui sont obligées d'aller chercher l'eau dans des puits pour boire, pour cuisiner, etc., sont les populations les plus fragiles, les plus faibles. Donc c'est aussi les plus défavorisées, et c'est pas elles qui souvent, quel que soit le pays, c'est dans tous les pays, qui seront aidées en priorité. Donc les autorités indonésiennes qui travaillent sur le sujet, parce que j'ai retrouvé encore un document tout récent qui parle du sujet par les autorités indonésiennes. Donc ils travaillent sur le problème pour trouver des solutions, mais effectivement c'est coûteux, c'est pas simple. Et puis après, il faut voir à quel point les solutions sont vraiment efficaces, parce qu'entre la théorie, de dire oui, bah, théoriquement ça devrait marcher, et puis la pratique, on voit bien que souvent c'est quand même une grande différence. Ouais, il faut réussir en plus à bien comprendre le terrain, à comprendre comment l'eau est réellement distribuée spatialement. Et comme tu l'as montré sur la carte, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Parce qu'il y a aussi des zones qui ont été identifiées comme faible quantité de fluor. Et en fait, c'est une des solutions, ça serait de détourner, enfin d'utiliser ces zones de basse quantité de fluor comme des zones de points d'entrée à redistribuer à la population, tu vois. C'est tout. En fait, ça correspond au cercle. Ouais, c'est ça. Ça correspond au cercle. Au cercle tout blanc, en fait. Blanc, ouais, c'est ça, tout blanc. Et pareil, ça demande beaucoup de temps, d'investissement, d'études, de ressources en personnes, parce qu'il faut aussi construire toutes les installations nécessaires pour acheminer l'eau, etc. Donc, ça évolue, ça c'est sûr, dans le bon sens, je pense, même si longtemps que je ne suis pas allé, mais ça prendra encore du temps. Et c'est pareil, quand vous avez des populations qui utilisent l'eau de génération en génération depuis des siècles, et que vous leur dites, bah non, il ne faut plus utiliser l'eau, là aussi le fait, oui, mais pourquoi maintenant, alors que
Mes Ouais, c'est parents, mes ça. grands-parents, mes Bah oui, oui. arrière-grands-parents ont toujours utilisé Une cette eau. habitude, ouais. Mm. Et voilà. Donc ça crée énormément de problèmes. On va pas trop rentrer dans les détails parce qu'après ça parle. C'est plus l'aspect. Comment dire? Il y avait... Oui, c'est Euh, l'aspect technique après sur comment ça a été ouais. mesuré, etc. Quelles sont les hypothèses de travail qui ont été Mais faites ça pour crée de pouvoir gros suivre le fluor? problèmes pour la santé des gens. Il faut bien penser que les Ouais. enfants, les enfants qui boivent les eaux riches en fluor, c'est marqué dans la littérature qui expliquait, ils ont les dents qui pourrissent. Ils sont gamins, ils ont Ouais, leurs dents c'est qui sont entièrement pourries parce que le la fluor en tant que tel fluorie détruit les dents et ça détruit les os aussi. magnésis. Donc c'est C'est la fluorose en français, oui, c'est ça. oui, c'est La ça. fluorose. Donc c'est un Et vrai problème et là un papier qui était sorti justement j'ai retrouvé j'ai pas la 2006, vous voyez, c'est quand même vieux 2006. C'est une revue, un bilan fait par un Italien, une équipe italienne, une personne italienne, d'équipe italienne, je vais y arriver, sur au niveau des dangers de fluorosis pour les populations, et puis il regarde plus au niveau mondial les dangers. Donc il y a des choses qui sont, des choses mais après, ça prend toujours beaucoup de temps à être implémenté, à ce que ça arrive aux bonnes personnes, dans les administrations, au bon, voilà. Donc ça prend du temps. Donc tout ça pour dire que quand vous allez quelque part, c'est parce que c'est naturel que c'est bon. ouais, ouais. Euh, c'est pas parce que c'est beau que c'est bon. Et c'est parce que des gens vous disent, des gens que vous avez payés, hein, comme les guides. Je pense qu'il y a des guides qui vous écoutent, ils vont m'en vouloir, mais je m'en fous parce que Voilà. on l'a bien vu avec Wakari en Nouvelle-Zélande. C'est aberrant. Moi, quand j'étais en Indonésie entre 2006 et 2009, j'en ai croisé des guides indonésiens, même un guide français. Ça, c'était fou. On avait croisé le guide français, je sais plus de quelle compagnie il était, et puis de manière, même s'il me revenait, je ne dirais pas par la fin de la pub. Mais le gars m'a dit, on discutait, puis il campait au pied du volcan, ce qui est autorisé, hein. Et on discute brièvement, et je lui fais, mais vous avez des masques à gaz? Et puis, ah, moi j'en ai un pour moi. Bon, c'était en 2007 ou 2008, donc forcément, de nos jours, ça a beaucoup changé. Les Moi, touristes, j'espère, ouais. les personnes que j'ai croisées l'année dernière à une conférence que j'avais donnée sur les, les risques volcaniques, notamment Ijen, mais pas uniquement, il y a des gens qui m'ont dit, oui, ma fille est allée sur Ijen là 3 mois en arrière, et ils ont loué des masques. On leur fournit des masques, plutôt. Alors, c'est très bien si on fournit des masques aux touristes, c'est toujours ça de fait, mais là, moi, je me pose la question, c'est est-ce que les masques sont désinfectés? Combien de personnes avant vous a porté le masque? Est-ce que Ouais, les c'est ça. filtres sur le masque Ont été changés, ouais. ont Sont été changés? suivis. Parce que c'est des filtres chimiques. Bien sûr. Voilà. Donc, moi, je dis toujours, si vous voulez aller voir un volcan, je ne peux pas vous en empêcher, c'est pas mon rôle, c'est pas mon, j'ai pas le pouvoir pour le faire de toute manière. Par contre, si vous allez sur un volcan avec des gaz comme Ijen ou d'autres, hein, achetez-vous un masque à gaz. Ça coûte pas très cher si vous avez moyen de vous payer un voyage. Je crois en Tunisie, Oui, c'est vrai. vous avez l'argent pour investir dans un masque à gaz, faut pas déconner. Là, Et vous puis après, payez vous pour pouvez votre utiliser. espérance de vie, en fait, hein. C'est C'est ça. Et puis littéralement après, vous ça. pouvez utiliser chez vous pour faire la peinture parce que c'est des masques avec des filtres chimiques pour tout ce qui est gaz acide. Et puis, si vous regardez sur les pots de peinture, souvent, c'est aussi les mêmes types de masques chimiques. En vrai, les cartouches sont pas toujours les mêmes entre les gaz. Là, c'est le Non, mais chimique qui faut parle. regarder, mais ça. Voilà. Mais oui, entre les cartouches faites pour les solvants de peinture, c'est pas tout à fait la même chose que les gaz acides. Donc, Mais bon, bref, vous vous renseignez et puis vous faites le bon choix, quoi. Voilà. donc ça, c'était pour Ijen, pour donner une petite idée, parce que c'est vrai qu'on peut en parler pendant des heures et aller dans tous Ouais, les c'est vrai. détails. Et les papiers que tu m'as envoyés, du coup, ils sont très bien parce que ça reste quand même assez compréhensible et ils traitent de Ouais. pas mal de sujets. Dans les autres éléments que j'avais vus, c'est qu'aussi ils ont une culture là-bas de la baignade, mais ce qui est normal dans un environnement, Oui. on va dire, océanique comme celui-là. Et en fait, ce qu'ils recommandent, faut pas se baigner. En fait, dans les rivières, beaucoup d'enfants qui s'amusent à se baigner dans les rivières contaminées, ça participe au développement de la maladie. Ce que j'avais aussi relevé qui pouvait être un peu intéressant, c'est que globalement, c'est plus parmi les sources de contamination, parce que ce qui est intéressant dans ton papier, c'est il relevait toutes les sources de contamination possibles entre la Ouais. bouffe, l'eau, etc. Et il faisait un peu
quelle est la part de contribution la plus importante en matière de fluor. Et en Oui. fait, c'est plutôt l'eau de consommation qui est, Qui est la principale source qui de est le contamination. critère, qui est la plus grande source de contamination. Mm. Et l'autre chose que je voulais dire, qui était sympa... Ah oui, non, il y a un truc assez fou, c'est que j'ai réalisé en lisant le papier, c'est Ok. que l'Organisation mondiale de la santé Oui. a mis un seuil en dessous duquel, un seuil de quantité, de concentration de fluor dans l'eau qu'il ne faut pas dépasser. Parce que si vous êtes au niveau de ce seuil-là ou au-dessus, ça veut dire que vous êtes en train d'être intoxiqué au fluor. Ouais. Et en fait, il s'est avéré que ce seuil, il était trop élevé. Ah oui. Ah, je m'en rappelle C'est-à-dire, plus de ça. le papier lui-même, dénonce un seuil choisi pour la quantité de fluor dans l'eau qui est trop élevé. Et pourquoi? Eh bien, en fait, c'est parce que dans les pays tropicaux, de ce que j'ai compris, tu bois plus, parce que comme il fait chaud, il faut que tu t'hydrates davantage, donc il faut que tu bois plus d'eau par jour que dans les pays, on va dire, non tropicaux. Et dans des pays non tropicaux, si on boit moins, c'est-à-dire que tu as moins de chances de choper du fluor dans Ah, aux l'eau. US aussi. Et Ok. donc, en fait, le problème des pays tropicaux, comme l'Indonésie, c'est que finalement, l'intoxication, elle vient du fait qu'ils boivent plus d'eau. Donc non Ouais. seulement l'eau, elle est contaminée, mais en plus, ils en Ils en boivent boivent en plus. plus, ouais. Donc en Ouais, fait, donc, ce qu'ils disent aussi dans le papier, c'est qu'il faut réviser le seuil de l'OMS en mettant un seuil bien plus bas. Je crois que c'est un ordre de grandeur au moins plus bas ou un truc comme ça. ouais, j'ai plus en Parce tête. que c'est pas adapté aux pays tropicaux où on boit plus en fait, tout simplement. Et donc là, parce que là, l'eau qui est mesurée, je crois, elle reste la concentration. Enfin, ça dépend les eaux, ça dépend dans quel puits ils prennent. Mais selon les puits où ils prennent, des fois c'est pas loin du seuil ou c'est même en dessous du seuil. Mais même en étant en dessous du seuil, c'est Ouais, si on en boit dangereux. beaucoup. Il y a la fluorose qui est quand Ouais. même contractée chez les gens au niveau de leurs dents. Donc vous avez les dents qui se fragilisent. Et après, donc la première étape, c'est d'abord au niveau des dents que vous avez des problèmes Le pourrissement des dents. de pourrissement des dents, de fragilisation. Et après, c'est au niveau du squelette, du reste du squelette. C'est les actions connues du fluor sur l'organisme. Voilà, ça c'est l'action chronique, on va dire, du fluor. Parce qu'en réalité, le fluor, quand il est très concentré et ingéré, il détruit beaucoup plus rapidement que l'organisme, en fait. L'intoxication sévère, comme on dit, c'est pas sévère, le terme c'est l'intoxication aiguë au Ah, fluor, ok. elle détruit bien avant les os et les dents. En fait, elle va foutre en l'air un certain nombre d'organes de votre métabolisme. Ça a une action systémique, le fluor sur l'organisme en aigu. Ça va affecter le fonctionnement de pas mal d'organes. Et donc, en fait, vous allez mourir. Si vous avez une grosse intoxication au fluor, vos heures sont comptées, là. Vos jours sont comptés. Là, on parle pas de ça. On parle quand Non, même mais d'une intoxication chronique. Et donc là où les premiers symptômes, ça va plutôt être les les dents. dents Puis, en premier et après le squelette, ouais. Donc voilà, en fait, je voulais insister là-dessus sur le fait oui, non, je crois que bien. T'as bien raison. finalement, la réglementation mondiale, enfin en plus, l'OMS, a priori, c'est quand même une source de référence pas trop dégueulasse. Bah en fait, ont mal défini leur seuil, enfin ou plutôt on définit des seuils pour les occidentaux, quoi, Ouais. et pas pour les pays qui boivent plus. Voilà, Ouais, c'est souvent le c'est cas, je pense. malheureusement. Donc Donc ça, des questions chat sur, sur ça ou même sur d'autres choses à la rigueur. ouais, n'hésitez pas à revenir soit sur ce qu'on a dit, soit même sur des choses un peu différentes Après, liées au volcanisme et au risque. des volcans avec des lacs toxiques, c'est quelque chose d'assez courant. L'avait Rincon de Aviera au Costa Rica, j'ai un doute, on a discuté tout à l'heure en plus. Costa Rica, Amérique centrale, Rincon de Aviera au nord du Costa Rica, qui est connu aussi pour son lac. Voilà, elle a un petit problème de MNT niveau 3D, mais et donc forcément, j'aime bien que tout volcan qui a des lacs hyper acides et forcément des sources d'eau qui vont exister aussi, là potentiellement, je ne vais pas dire que c'est forcément le cas, mais potentiellement un danger accru en termes de toxicité pour les populations.
Mais j'ai trouvé aucun Ouais. papier sur Riccondavira Sur la parlant toxicité. de la toxicité. Et c'est Ça, pas si étonnant, ça m'étonne pas parce que dans un des papiers que tu m'as dit, ils disent que justement le système d'irrigation d'Assambagus, alors c'est le nom du coup de la de la zone zone où il y a les ouais, populations en justement à Indonésie. côté du cratère en Indonésie, bah en fait c'est le tout premier cas où un cratère justement acide a été identifié comme une source de polluants naturels qui Ok. pose un risque pour la santé humaine. Et je sais pas si aujourd'hui on a eu des nouveaux, du coup dans la littérature scientifique, ou si J'avais aujourd'hui pas ça trouvé là. reste Quand j'ai le regardé cas. récemment, Ouais, dans d'accord. Bah, je pense que littérature, ça doit être proprement ça, hein. parler, non. Alors ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres dans le monde, mais c'est tout Ah oui, simplement qu'on les a pas étudiés, enfin qu'en fait on réalise pas. Ça se trouve, c'est pas le seul. En tout cas, c'est le premier cas. C'est qui a le premier cas identifié. Pour le moment, c'est le cas unique, mais ça ne veut pas dire que dans le reste du monde, il n'y a pas des zones où les populations sont aussi à risque. Mais c'est juste qu'il n'y a pas eu d'études scientifiques portées sur l'environnement. Et peut-être que s'il n'y a pas eu d'études, c'est parce qu'il n'y a pas eu, médicalement parlant, il n'y a pas eu d'observation, on va dire, de certaines de la maladie de la fluorose, par exemple, parmi les populations. oui, Ça peut être aussi effectivement, d'autres maladies si c'est causé par d'autres éléments, hein. C'est pas que le fluor, bien sûr. Mais entièrement. voilà. Donc Donc, c'est aussi ça, je pense, qui était intéressant de souligner, c'est que, ouais. ok, on vient de passer 1 heure à un peu vous bassiner avec le cas des eaux Hygiène, toxiques mais là, mais c'est un cas un peu unique en son genre en fait. C'est pas globalement, à l'échelle du monde, il doit y avoir d'autres cas, mais ils sont méconnus et par rapport au nombre de volcans qui est en activité ou qui ont été en activité, globalement, c'est, on va dire, un risque pour la santé qui est très localisé, quoi. exactement. Euh, Après, des coins magnifiques et des eaux toxiques, on a Dalol, on a parlé un petit peu, ouais. on l'a mentionné tout à l'heure. On est Mer Rouge, Golfe d'Aden, donc Égypte, Soudan, Érythrée, Éthiopie, d'accord? On est au niveau de la limite Érythrée-Éthiopie, dans la zone où, pareil, la croûte s'étire. Je ne vais pas trop aller dans les détails là. Et je vais vous montrer des images euh, où c'est pareil. Il faut se dire que cette zone toxique, apparemment, comme moi j'ai compris en lisant dans la littérature, dans les infos, résulte d'une éruption qui a eu en 1926. Donc l'éruption de 1926 a fait que la structure des eaux et des gaz circulant dans le volcan au niveau de Dalol ont favorisé la concentration de ces éléments toxiques hyperacides, créant toutes ces couleurs juste magnifiques qu'on Ouais. qu'on a pu voir dans des vidéos. Je vais vous en montrer une. On a vu tout à l'heure, on s'est sorti ça. Et pour le coup, Dalol, à la différence, donc j'ai répété un truc que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. À la différence des lacs, enfin du lac superacide indonésien là qu'on a vu, ici, alors on en a plusieurs de différentes compositions chimiques et Ah, c'est tout aussi de plein de petits lacs en différentes. fait. Et ouais, c'est un réseau de petits lacs et aussi de différentes compositions microbiologiques. En fait, ces Là, oui, lacs, ouais. ils sont pleins de vie pour le coup. J'ai connu une chercheuse qui bossait sur ce cas d'école. Et en fait, c'est des lieux qui ont quand même une sorte de faune microbienne, on va appeler ça comme ça, qui existe et qui vit sa petite vie, quoi. Alors après, vous n'allez pas tomber sur des macro-organismes type poisson et tout, bien sûr. Mais vous avez aussi un écosystème biologique qui est vivant, donc qui est essentiellement composé du coup d'extrémophiles, ces fameux organismes dont on a parlé tout à l'heure, donc les organismes capables de vivre dans des environnements extrêmes, souvent soit, alors là ces cas-là c'est soit hyper acide ou hyper salin aussi, beaucoup de sel Oui, dans ce cas-là. On n'a pas ouais. trop parlé des sels pour le Non, cratère indonésien, mais j'ai je laissé de sais pas si c'est une côté. grosse Mais quantité en sel, il me semble que vous en avez peut-être. aussi à Aegean, hein. C'est ce qui Ouais. précipite en fait le sel, tout ce qui est. Oui, c'est ce qui va jouer dans la Euh, précipitation de c'est- certains minéraux, ouais, c'est ça. et c'est ce qui précipite en premier en fait. Donc je Mm. peux vous montrer deux, trois photos, par exemple. Juste derrière le Aegean, juste derrière le cratère, là où on a les sources qui se forment, ça ressemble à ça. Vous avez les cascades de gypse et d'autres éléments chimiques. Et en fait, les éléments chimiques qui précipitent vont créer des cascades de minéraux
Ouais, des qui petits vont monticules comme ça, là. se Ouais. redissoudre, se recristalliser, etc. Euh, T'as ça, je n'ai pas Walou. N'hésitez pas si vous avez des questions. voilà. J'ai vu que Vu d'en bas, Laserletter ouais, ça ressemble à disait qu'il y ça. avait un gros débat aux USA Donc c'est sur le très joli, fluor. mais Donc, faut bien penser que les eaux qui sortent sont toxiques et que ça cause tous les problèmes dont on a parlé après par la suite. Et la rivière, les sels pour le bain. Bah ouais, certains, oui. Hein. Il y avait peut-être du chlorure de sodium Enfin, du chlorure de. Il y a peut-être des sels de bain. Je sais même pas ce que c'est les sels de bain en nature chimique en plus. je sais pas non plus. Et la rivière, vraiment, quand elle sort du volcan, des sources du volcan, elle commence à être assez volumineuse. Elle mousse vraiment à l'odeur de chlore qui est très forte. Elle est jaune, ouais, comme l'eau de Javel. Franchement, très Mhm. concentré. C'est assez fou. Mhm. Ils mettent Et du fluor dans l'eau et apparemment tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi ils mettent du fluor? Parce que c'est peut-être un assainissant, non? Alors je connais pas ça, trop aux les US. stations d'épuration et tout. Qu'est-ce qu'ils me rajoutent? C'est plutôt du chlore en vrai pour assainir l'eau, la potabilité de l'eau et tout. Normalement, c'est clair, ouais. Et Sel c'est vrai de que bain, une combinaison de les chlore rares de fois où j'ai sodium goûté de l'eau aux carbonisé. US, quand j'allais aux US, Ok. C'est elle était logique. extrêmement chlorée. Alright. Donc voilà. Bon bah voilà, on arrive sur la fin. De toute façon, on avait prévu de s'arrêter plutôt vers 11h30. On a un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. On avait quelques détails à rajouter. Voilà, on va aller doucement vers la fin. Bon, après, si vous avez d'autres questions, profitez-en.